Dans cette quatrième étude, on va considérer que le mobile autoporteur est soit immobile, soit en translation rectiligne uniforme. Alors, on a vu dans une précédente vidéo qu'on appelait ça un équilibre. Donc on va dire que ce mobile autoporteur est à l'équilibre. Ça implique donc qu'il y a des frottements entre la surface du support et la surface de ce mobile autoporteur. Le système étudié est toujours le même, le référentiel d'étude n'a pas changé, c'est toujours le référentiel terrestre supposé galiléen. Nous allons maintenant décrire les forces. Si on s'en réfère au principe d'inertie, si ce mobile autoporteur est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il est immobile ou en translation rectiligne uniforme, ça veut donc dire que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est nulle, est égale au vecteur nul. Ça veut donc dire que les forces se compensent. Donc il est toujours soumis à son propre poids, vertical dirigé vers le bas. Le point d'application, c'est toujours le centre d'inertie, et sa norme, c'est masse du mobile fois la valeur de la norme du champ de pesanteur G. La réaction du support est verticale dirigée vers le haut, je viens d'expliquer pourquoi. Parce que s'il est immobile, alors les forces se compensent. Donc si le poids est vertical, nécessairement la réaction du support est verticale. Je te rappelle, ce que l'on a vu dans l'exemple 3 tout à l'heure, c'est que si jamais il y a un mouvement qui s'effectue sans frottement, alors la réaction du support serait perpendiculaire à ce support et n'aurait de composante que sur l'axe Y. Or là, on voit bien que cette réaction du support aura des composantes sur OX et des composantes sur OY. Alors, on va utiliser maintenant une des lois de Newton, à savoir le principe d'inertie, la première loi de Newton, qui, à l'aide du vecteur quantité du mouvement, va s'expliciter ainsi. S'il est immobile, ce mobile autoporteur, ça veut donc dire que sa vitesse est nulle, et que donc la variation de vitesse de ce mobile est également nulle. S'il est en translation rectiligne uniforme, son vecteur vitesse va rester constant, en direction sens et norme. Si ce vecteur vitesse reste constant en direction sens et norme, ça veut donc dire qu'il ne varie pas, et que donc delta P, la variation de vecteur quantité de mouvement, est bien égale au vecteur nul. Alors, ça implique que cette somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul, et que les composantes sont donc 0, 0. Donc là, je vous affiche cette somme vectorielle, mais ça n'est qu'une traduction graphique de la relation que l'on vient d'établir juste avant. Le poids, la norme du poids, c'est toujours mg. Ces composantes, je les note px, py. Il va falloir les projeter sur l'axe OX et OY. Si jamais tu as des difficultés pour faire ces projections, je t'engage à aller voir la vidéo sur la projection des vecteurs dans la playlist dynamique. On peut s'interroger sur les composantes de la réaction. Et cette première loi de Newton, ce principe d'inertie, va nous permettre de déterminer les composantes de ce vecteur réaction sur l'axe OX ainsi que sur l'axe OY. Donc cette somme vectorielle est nulle. On décompose le vecteur, on projette ce vecteur poids sur les axes OX et OY. Sur l'axe OX, on a mg sinus alpha, sur l'axe OY, on a moins mg cosinus alpha. La plus grande difficulté, c'est bien de retrouver cet angle alpha. Je te conseille sur les schémas de faire un angle aigu et non pas un angle à 45 degrés. Parce que lorsque vous dessinez un angle à 45 degrés, de manière générale, vous avez du mal à le repérer sur votre schéma. Faites des schémas clairs et précis. Un petit schéma brouillon ne permet pas de visualiser les angles et souvent il est à l'origine d'erreurs lors des projections de vecteurs. Les composantes de la réaction sur l'axe OX, je l'ai noté Rx, et la composante du vecteur réaction sur l'axe OY, je l'ai noté Ry. Comme cette somme vectorielle doit être égale à 0, et je remplace Px par son expression, mg sinus alpha, Py par moins mg cosinus alpha, cette somme ici doit être nulle sur l'axe OX ainsi que sur l'axe OY, ce qui me permet de déterminer les composantes du vecteur réaction. Voilà, vecteur réaction de la réaction du support. Je les remplace dans l'expression qui est ici. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ces composantes du vecteur réaction, on peut déterminer la norme
des frottements. C'est pas forcément évident comme donnée, voilà, quand on regarde ce système-là, d'essayer d'évaluer la norme, le nombre de newtons que représentent ces forces de frottement. Alors, ce vecteur réaction R, il peut se décomposer en deux vecteurs. Une réaction normale, ça veut dire perpendiculaire au support, et une réaction tangentielle, que je vais représenter ici sur le schéma. Donc ce vecteur R, il peut s'écrire comme la somme de Rn, réaction normale, plus Rt, réaction tangentielle. Rn plus Rt étant évidemment égal au vecteur réaction grand R. Ce qu'il faut retenir sur cette partie-là, c'est que Rt correspond au vecteur force de frottement. Et si l'on veut déterminer la norme de ces forces de frottement, il suffira de regarder la valeur de la projection, la norme de la projection de la réaction sur l'axe OX. Donc si je prends la norme de RT, qui correspond aux composantes du vecteur réaction sur l'axe OX, à un signe près évidemment, parce que là ces composantes sont négatives, et je peux déterminer la valeur des forces de frottement. Donc ça c'est quelque chose d'assez utile parce que c'est pas évident de déterminer la norme de ces forces de frottement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et j'espère aussi te revoir prochainement sur d'autres vidéos. À bientôt.